Cette semaine, avec cette réflexion, je veux arriver à une conclusion qui semblera sûrement risquée à certains, voire erronée, une opinion que je respecte et que je respecterai. Et je partirai de trois choses qui se sont produites ces derniers jours. Il y a 3 ans, en l'an 2021, un fait divers s'est produit au Canada qui a choqué le pays et fait le tour du monde. À proximité d'une ancienne école gérée par des religieux, mais appartenant au gouvernement canadien, on avait découvert, à l'aide d'une technique de géoradar, une série d'amas cachés sous le sol à proximité de l'école et qui, sans excavation et sans autre enquête, avaient été annoncés comme étant les tombes d'enfants qui avaient été recueillis, éduqués dans ces écoles et qui étaient morts victimes de tortures et d'abus sexuels, plus de 200, disait-on, dans une seule école. La nouvelle fut un choc. Les évêques canadiens demandèrent pardon, le pape lui-même demanda pardon, et bien sûr, les médias attaquèrent férocement l'Église, le gouvernement canadien, qui avait été le propriétaire de ces écoles, attaqua aussi terriblement l'Église. Plusieurs églises furent incendiées. L'Église s'est retrouvée sans défense face à toutes ces attaques, humiliée et sans la force de défendre ses principes non négociables, en particulier, dans ce cas, les lois de plus en plus permissives sur l'euthanasie que le gouvernement canadien de M. Trudeau était en train d'introduire. Or, cette semaine, un rapport a été publié qui prouve que tout était faux, que les alentours de la fameuse école ont été fouillés de fond en comble, que pas un seul reste humain n'a été retrouvé, que tout était faux, que tout était un coup de pub pour attaquer l'Église. Cette semaine également, non pas au Canada, mais en Espagne, le gouvernement socialiste communiste de M. Sanchez a présenté un projet de loi visant à indemniser les victimes d'abus sexuels commis par des ecclésiastiques ou du personnel travaillant dans l'Église. Selon ce gouvernement socio-communiste, il y aurait 4000 victimes et ils disent aussi que, comme beaucoup de ces cas, pratiquement tous n'ont pas été prouvés parce qu'ils sont prescrits. Ils vont indemniser les victimes dont les cas présumés n'ont pas été portés devant les tribunaux. La conférence épiscopale espagnole a immédiatement protesté à juste titre. Elle a déclaré: premièrement, ce chiffre est faux. Deuxièmement, si les affaires sont prescrites et n'ont pas été portées devant les tribunaux, comment pouvons-nous savoir si les allégations sont vraies au cas où elles se seraient produites, ce qui n'est pas le cas? Troisièmement, pourquoi le gouvernement décide-t-il d'indemniser les victimes de l'Église qui, selon toutes les études, représentent 0,2% de l'ensemble des victimes d'abus sexuels commis par des membres de l'Église et qui n'est pas le cas 2% de toutes les victimes d'abus sexuels sur mineurs et pas le reste des victimes, y compris celles qui ont subi les conséquences d'abus sexuels dans leur propre institut et école sous la protection du gouvernement et non dans les instituts ou centres de l'Église, parce que l'objectif est clair: attaquer l'Église, le faire passer pour un monstre aux yeux de la société civile. Et pourquoi? Parce que nous sommes en campagne électorale et que le gouvernement doit étouffer les nombreux scandales de corruption qui l'éclaboussent ou des scandales qui ne sont pas des scandales de corruption, mais qui sont politiques, comme la loi d'amnistie, etc. Troisième cas, en Italie, des nouvelles positives. Le gouvernement de Mme Meloni, qui est un gouvernement de coalition entre les forces conservatrices, que ses rivaux identifient immédiatement et qualifient de fascistes, tous
ceux qui ne sont pas socialistes ou communistes sont par définition, selon eux, qui sont ceux qui décident des fascistes. Eh bien, le gouvernement conservateur italien, dirigé et présidé par Madame Meloni, a réussi à faire passer une loi au Parlement selon laquelle, dans les centres de conseil pour les femmes qui risquent d'avorter et qui se rendent dans ces centres pour demander des conseils, comme le prévoit la loi italienne, des représentants d'associations pro-vie seront également présents pour expliquer l'autre alternative dont disposent ces femmes avant d'avorter. C'est sans précédent en Europe et dans le monde. Il y a eu un scandale en Italie et de terribles accusations ont été portées contre Madame Meloni, mais bien sûr, c'est un développement très positif en termes de défense de la vie. 3 événements cette semaine. Je voudrais y réfléchir. Le gouvernement, tout ce que fait le gouvernement de Madame Meloni en Italie, tout ce qu'il fait est bon d'un point de vue moral. Je n'aborde pas d'autres aspects. Tout est bon. Est-ce que cela n'est absolument pas le cas? Tout ce que fait le gouvernement de M. Justin Trudeau au Canada ou de M. Pedro Sanchez en Espagne est-il mauvais? Absolument mauvais? Non. Mais en parlant de principes non négociables, il est clair que le gouvernement des uns n'est pas le même que celui des autres. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons essayer, en tant qu'électeurs catholiques, qui suivent ce que l'Église a enseigné, en particulier ces dernières années, qui suivent les principes non négociables, lorsqu'il s'agit de discerner comment voter, nous devons essayer de soutenir avec notre vote les partis qui, sans être parfaits, même s'ils sont loin de ce qu'un catholique voudrait dans certains domaines, représentent néanmoins un moindre mal. Et là, je pense qu'il faut clarifier quelque chose. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, et je comprends que le moindre mal sonne très mal pour certains, et je pense que c'est juste, donc je pense qu'il est beaucoup mieux, et je veux le faire à partir de maintenant, de parler du bien possible, pas du bien absolu, pas de la perfection dans le monde réel dans lequel nous vivons, que, d'un autre côté, nous devons essayer d'atteindre, mais du bien possible. Il y a un expert, un philosophe, un docteur en philosophie, un spécialiste de ces questions du bien possible appliquées à la politique, le docteur Rodrigo Guerra, qui dit ceci: se concentrer sur les exigences éthiques en négligeant la viabilité politique de ces exigences éthiques. La viabilité politique, de les rendre viables, aboutit généralement à tout perdre. Vous êtes un puriste, vous voulez que le parti pour lequel vous voulez voter soit parfait et s'identifie à 100% avec la doctrine sociale catholique. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est bien de chercher un parti qui s'identifie à 100% avec la doctrine sociale catholique et en particulier les 3 principes non négociables. Mais que nous enseigne l'Église? Que nous enseigne Jean-Paul II? Que nous enseigne Saint Jean-Paul II? Lorsque Saint Jean-Paul II établit que les hommes politiques qui votent en faveur d'une loi sur l'avortement sont automatiquement excommuniés, il dit également qu'un homme politique catholique est autorisé à voter en faveur d'une loi sur l'avortement à condition qu'il empêche ainsi l'approbation d'une loi sur l'avortement qui soit beaucoup plus permissible que celle pour laquelle il vote. En d'autres termes, Saint Jean-Paul II établit le critère, laissons de côté le moindre mal, le critère du bien possible. Nous devons aspirer, nous devons nous efforcer d'atteindre le plus grand bien possible jusqu'à la perfection, mais en attendant, pendant que nous sommes ici et maintenant, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous devrons trouver une solution et une alternative. Bien sûr, cela vaut pour tous les pays. Je pense en particulier à ceux qui sont actuellement engagés
dans un processus électoral comme les États-Unis ou le Mexique, mais je pense que cela vaut, je le répète, pour tous les pays, y compris bien sûr l'Espagne, pour tous les pays. La première chose à essayer de faire est l'unité et de mettre de côté, autant possible, les différences entre ceux qui sont contre le plus grand mal. Je parle de principes non négociables et c'est ce qui a été fait en Italie. Entre les trois partis qui forment la coalition gouvernementale, il y a d'énormes différences et en effet, typiquement italiens, ils sont constamment en train de se battre les uns contre les autres. Mais ils ont réussi à faire passer une loi en faveur de la vie au Parlement. Ils savent mettre de côté leurs différences pour arriver à quelque chose de positif. Pourquoi cela ne peut-il pas se faire partout? Il faut d'abord essayer de réaliser l'unité entre ceux qui ont au moins beaucoup de choses en commun et qui s'opposent à ce mal plus grand. Si on n'y parvient pas et que considère que c'est grave, si on n'y parvient pas, et c'est la responsabilité de ceux qui sont les responsables, les représentants ou les dirigeants de ces partis, et je considère que c'est parce que leurs rivaux s'en servent pour diviser et diviser pour régner, a été depuis l'époque romaine, mais si on n'y parvient pas, parce qu'il y a des personnalismes, ou si l'on considère que les différences sont si absolues et gigantesques qu'il est impossible de parvenir à un accord, le lecteur catholique doit prendre des décisions. Et si votre vote représente la recherche du plus grand bien, du bien absolu, de la perfection, mais que vous obtenez que celui-ci représente le bien possible, être loin de ce plus grand bien que vous voulez atteindre, mais que celui qui représente le bien possible ne peut pas l'atteindre. Que doit faire l'électeur catholique? Doit-il choisir entre le bien possible ou doit-il choisir de tout perdre? Bien sûr, chacun doit agir en conscience, mais nous sommes dans une situation très grave à tout égard. Je voudrais me référer aux trois principes non négociables. Il y a d'autres aspects tels que l'unité du pays. Je voudrais me concentrer sur cet aspect qu'en tant que catholique, nous devons garder à l'esprit. Nous devons rechercher le plus grand bien possible. Nous devons le rechercher, mais en de nombreuses occasions, nous devons accepter et soutenir le bien possible. Un médecin, un chirurgien, doit essayer de faire en sorte que la personne sur la table d'opération en ressorte saine et intacte. Mais peut-être que si elle a la gangrène dans la jambe, il n'a pas d'autre choix que de lui couper la jambe, bien sûr. C'est un exemple médical qui, diront certains, ne peut pas être comparé à un exemple moral. Dans la pratique, malheureusement peut-être, mais dans la pratique, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Nous devons opter pour le bien possible et nous devons encourager les partis qui ont des points communs, même s'ils ne les ont pas tous, dans la lutte contre le plus grand mal. Nous devons encourager les partis à s'unir et si ce n'est pas le cas, au moins avec notre vote pour choisir le bien possible, parce que sinon, nous risquons de tout perdre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.